Nicolas Gagnon, comment ça va? L'expérience saoudienne, déjà, t'as aucune idée dans quoi tu t'embarques avant d'y aller. Là. C'est un formateur d'entraîneurs et de joueurs. C'est quelqu'un, si t'es alentour de lui, tu vas grandir. Chapeau à Nathan qui avait gardé ça dans sa petite poche arrière. Un de mes proverbes préférés, c'est quand t'as un œil qui regarde en haut de la montagne, il t'en reste juste un pour trouver le chemin. Et le stade olympique a carrément explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans l'eau de la boîte à pain. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Plein Axe. Il y a 2 semaines, c'est moi qui étais en vacances et c'est Fred qui était seul avec une invitée. C'était Claudine Duville pour l'occasion. Mais on change les rôles. C'est Fred qui est en vacances aujourd'hui et c'est moi qui ai le grand plaisir d'avoir un invité. Un gars que j'ai eu la chance de côtoyer à l'époque à l'Académie de l'Impact de Montréal. On a eu des belles conversations, 1 ou 2 prises de bec aussi, mais c'est ce qui forge les belles amitiés. Il est maintenant entraîneur des balles arrêtées avec Bournemouth en première ligue anglaise. Nicolas Gagnon, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien. La première question que j'ai envie de te poser, combien de fois depuis ta nomination s'est fait quoi? Il y a 1 mois à peu près? Tu es arrivé il y a 2-3 semaines à Bournemouth? À peu près, oui. Je Bon. n'ai pas la date exacte, là, mais à peu près, oui. Ça fait combien de temps, combien de fois depuis ce temps-là que tu as été obligé d'expliquer à des gens que c'est pas Bournemouth, mais c'est Bournemouth? J'ai pas eu à l'expliquer parce que je suis arrivé ici, puis le monde, ils le savent ici, puis ça a pas été, non. Non, sinon je les laisse se tromper. Il y a pas de... je les laisse se tromper, il n'y a pas de problème. Je parlais évidemment de gens de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est toujours ça, puis Leicester. C'est comme la sauce Worcestershire. Là. Ça tombe tout C'est la même chose. Dans la même catégorie. Écoute, je veux plonger, parce que là, j'ai plein de questions pour toi. On a l'occasion de se jaser une fois de temps en temps par message texte ou au téléphone. Mais là, je lisais et j'écoutais l'entrevue que tu as faite avec mon collègue à RDS, Nicolas Landry. C'est une entrevue que tu as faite avec Bournemouth après, si je ne me trompe pas, le match contre le Qatar, qui était la première victoire de l'histoire du Canada à la Coupe du Monde. J'ai eu le grand plaisir d'être là, sur place, avec Patrice Bernier. C'était un match où c'était rempli d'émotions. Il y a eu la victoire, un triplé de Jonathan David, une première victoire, la fracture de la jambe d'Ismaël Koné. Puis là, toi, quelques jours plus tard, tu te revires de bord puis tu as à mettre ton cerveau en mode « je me vends pour une entrevue » pour aller en première ligue anglaise où je pensais peut-être pas revenir de sitôt parce qu'on y reviendra peut-être tantôt. Tu as eu un épisode malheureux avec Sunderland l'an dernier. Essaye de démêler un peu cette semaine-là, ces jours-là. Ça s'est passé comment? Comment tu fais le tri dans ta tête des émotions puis de ce que ça te prend pour te remettre en mode entrevue d'embauche? Ben déjà, la personne qui m'a approché, elle m'a approché peut-être quelques semaines avant le match du Qatar, mais elle m'a dit « je vais juste avoir le temps après votre match contre le Qatar. » Fait que ça donne un peu de temps de se préparer mentalement aussi. Mais moi, ça a été juste de prendre le temps de me préparer pour cette entrevue-là. J'en avais parlé à Jesse, évidemment, parce que j'ai dit là, c'était le lendemain matin, je pense, du match contre le Qatar, quelque chose comme ça. J'ai pris le temps pour me préparer pour faire l'entrevue, puis ça a été ça, mais moi, ça fait longtemps que j'essaie de m'entraîner à toujours être sur la tâche ou sur la prochaine tâche, puis sur la prochaine tâche, tu te souviens, là, ça part beaucoup d'Antoine Gullner, cette affaire-là, mais ça vaut pour les joueurs, mais ça vaut pour nous aussi, puis ça a été juste ça, dire, OK, maintenant, la prochaine tâche, c'est de me préparer pour l'entrevue. Je sais ce que je fais. La seule chose qu'il fallait que je prépare en plus, c'était aussi par rapport aux joueurs, par rapport au club, par rapport à c'est quoi Bournemouth, et aussi le nouveau staff qui arrive. Donc, ça a été beaucoup ça, la préparation. Puis voilà, ça a été... pour moi, c'est pas difficile de passer d'une tâche à l'autre comme ça. Bon, pour ceux qui auraient peut-être pas... évidemment, les gens sont capables de déduire, là, mais j'ai oublié de préciser que tu étais dans le staff de la Coupe du Monde, le staff de Jesse Marsch à la Coupe du Monde cet été. C'est pas parce que tu étais installé dans ton divan à Saint-Hyacinthe que c'était bien stressant après le match du Qatar de te revirer de bord puis aller faire une entrevue avec Bournemouth. Parle-moi de cette Coupe du Monde-là.
je sais pas, tu sais, il y a eu tellement de moments où on a eu à tout remettre en perspective. Tu sais, as le premier match face à la Bosnie, tu te dis on aurait pu prendre plus, mais en même temps, c'est la première fois que tu prends un point à la Coupe du Monde. Il y a le match contre la Suisse où tu te dis peut-être qu'on aurait pu. Finalement, le match contre le Maroc, il y a une super bonne première mi-temps, puis après, c'est les contre-attaques marocaines qui font le travail. Je ne sais pas si tu as eu assez de temps pour te détacher puis regarder avec un peu de recul, sachant que tu t'es vite plongé dans ton nouveau rôle avec Bournemouth, mais qu'est-ce que tu penses que tu vas retenir dans 20 ans de cette Coupe du Monde-là, puis de ce que toi, tu y as vécu personnellement? Dans 20 ans, je pense qu'il y a des choses que je vais réaliser que je réalise pas encore sur cette Coupe du Monde. Ah oui? Ça, c'est la première chose. Je pense que oui, parce que, tu sais, quand tu es dans un rythme de Coupe du Monde, tu travailles de... Tu sais, le monde dit, tu dois triper, oui, mais t'es dans une salle de réunion de 7h30 le matin à 22h le soir, là. Tu travailles, tu travailles comme un fou, là. Fait que oui, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation derrière ça. Fait que, tu sais, moi, je prenais le temps de le réaliser, surtout avant les matchs. Tu sais, quand tu sors sur le terrain, puis tu as les 60 000 fans qui sont là, puis que tu as l'hymne national. On parlait de switcher de tâche tantôt, là, de changer de se concentrer sur la prochaine tâche. Ben, j'essayais de prendre le temps que de temps en temps, cette tâche-là, ce soit de réaliser ce qui se passe. Puis après ça, ben, c'était de re-switcher sur le match puis sur les tâches à faire. Mais c'est... Tu sais, tu parlais du match contre la Bosnie, la Suisse, le Maroc. C'est un peu l'histoire de notre Coupe du Monde. Ça a été plein de satisfaction, mais on reste sur notre fin quand même. On aurait aimé aller plus loin. Quand tu regardes ce qu'on a fait, tu te dis, ben, c'était quand même pas mal. C'était historique, c'était super. Puis en même temps, tu dis, ben, on aurait aimé ça, en faire plus. Fait que, tu sais, je pense que je suis encore dans ce mode-là. Je sais pas si dans 20 ans, je vais être encore... Non, c'était peut-être finalement bien correct ce qu'on a fait. Mais on est compétiteur, on veut évidemment aller plus loin. Puis après la première mi-temps qu'on a fait, évidemment, tu souhaites que cette première mi-temps-là continue. Mais souvent dans le foot, quand tu fais des premières mi-temps comme ça, puis que tu concrétises pas ou tu prends pas l'avance, ben souvent ça se retourne contre toi en deuxième. Est-ce qu'il y a un moment, un stade, peut-être, où tu t'es dit, ouais, là, ça, je vais m'en rappeler. Tu sais, l'exemple que je donne toujours, c'est Mauro Biello à la Coupe du Monde en 2022 au Qatar avec l'hymne national marocain. Mauro, on sent là, que c'est vraiment un moment marquant qu'il a vécu. Là, c'était un scénario où vous étiez à la maison. En même temps, pour toi, un gars du Québec, tu es à la maison, mais tu joues quand même à Toronto, en Colombie-Britannique, à Los Angeles, après ça, à Houston. Y a-tu un stade, un match, un moment où tu t'es dit « Ouf, OK, ça va coller dans mes souvenirs » ? Je dirais, je vais parler du pré-moment, parce que tout part du pré-moment, parce que avant le match à Toronto, on n'a aucune idée combien de fans canadiens on va avoir dans les estrades. C'est parce vrai. que quand... Bah, oups. Excuse-moi, je ne sais pas pourquoi. Pour ceux qui nous écoutent à l'audio, en ce moment, il y a de toute évidence un timer sur les lumières au centre d'entraînement à Bournemouth, puis c'était pas synchronisé avec notre podcast à nous. J'espère que ça n'arrivera pas. J'espère que ça n'arrivera pas de nouveau. C'était le pré-moment de ton histoire. Vas-y, continue. Exactement. Tu sais, quand on allait voir des matchs du Canada, quand on était plus jeune, ben, souvent, tu allais dans les stades, puis c'était très souvent des fans de l'autre équipe nationale qui étaient dans les estrades. Puis moi, je me souviens, j'étais souvent parmi les seuls avec un chandail de l'équipe canadienne. Mm-hmm. Puis là, ben, jusqu'au match à Toronto, on ne sait pas ce qui va se passer dans les estrades. Là. Même si dans les matchs amicaux, très souvent, c'est plus le cas, là, ce qu'on a vécu pendant il y a des fans canadiens qui sont à Montréal, Toronto, Vancouver, à la Gold Cup. Mais là, c'est la Coupe du Monde, fait que tu sais pas comment ça va se passer. Fait que là, quand tu réalises que le stade, c'est plein de Canadiens, c'est très émouvant. Puis l'hymne national, quand on marque le but, le stade il a explosé. Là. C'est des moments, c'est assez extraordinaire. Tu sais. Donc, je pense
ce que Mauro décrivait par rapport au Maroc pour le Maroc, ça a été pour nous, là. Et puis ça, c'est historique aussi. C'est intéressant que tu dises ça parce que j'ai eu l'occasion de croiser Kevin Blue, qui est président de Canada Soccer, après, dans le métro, en revenant du match Canada-Irlande, qui était le vendredi, une semaine essentiellement avant votre début de Coupe du Monde à Toronto face à la Bosnie. Puis c'est un commentaire que je lui ai fait. Moi, ça m'a tellement marqué de voir à quel point il y avait des maillots, de la merch rouge dans les estrades au stade. Pour moi, le Stade Saputo, c'est la première fois que je le voyais avoir l'air. Puis là, je ne parle pas de l'ambiance, je ne parle pas de l'énergie qu'il y a dans le stade, mais visuellement, ça avait l'air d'un stade de ballon avec une section de supporters visiteurs de l'Irlande où c'était vert, orange, blanc partout, puis c'était rouge partout dans le reste du stade. Puis j'ai accosté Kevin Blue pour lui dire, tu sais, vous avez fait une bonne job pour d'abord envoyer un message, mais il y a aussi le fait que, contrairement à il y a 4 ans au Qatar, le Canada n'était pas le seul club de la Coupe du Monde, la seule équipe de la Coupe du Monde sans nouveau maillot pour la Coupe du Monde. Il y en a eu, il y a eu un momentum depuis 4 ans, puis tu as raison, visuellement, ça fait une grosse différence, quoique quand tu joues contre la Suisse et contre le Maroc, c'est un petit peu difficile de savoir c'est quelle teinte de rouge, mais ça, c'est un autre dossier. On va juste se faire à croire que tout le monde était derrière le Canada. Puis le Maroc, on est aux États-Unis aussi, donc c'est différent, mais ça s'est poursuivi à Vancouver aussi. Tu sais, Ben oui. ça, c'est assez extraordinaire, là. C'est des moments assez inoubliables. Ma famille était dans les estrades aussi, fait que c'était dans les rues. Ils m'ont envoyé des vidéos de comment c'était dans les rues. C'était assez extraordinaire. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Après le match contre le Qatar, particulièrement, c'était hallucinant. Je veux te parler de ton travail à Bournemouth dans un instant, mais il y a un épisode, j'étais là sur place, je le disais, ce match-là contre le Qatar était rempli de moments, certains magiques, puis un certainement tragique, c'est la fracture de la jambe d'Ismaël Koné. J'ai eu l'occasion de parler avec des collègues qui l'ont vécu des estrades. Moi, je l'ai vécu à la description. C'est un moment particulier parce que au moment où ça arrive, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On s'en rend surtout compte avec la réaction des joueurs qui viennent entourer Ismaël. Toi, tu étais sur le banc. Tu l'as vécu comment? J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Maxime Crépeau, qui était à l'autre bout du terrain. Puis Max, l'ayant vécu, lui, 4 ans plus tôt, juste avant la Coupe du Monde au Qatar, c'était en finale de Coupe MLS, Max m'a dit... Je le savais. Tout de suite, je l'ai su. Il y a évidemment, puis là, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais il y a le son aussi qui a retenti partout dans le stade. Toi, tu l'as vécu comment, ce moment-là? Puis comment on se remet dans le match après un épisode comme ça? Juste par rapport au son, avant de répondre à ta dernière question, il y en a qui m'ont dit qu'ils étaient dans le plus haut des estrades, là, puis ils l'ont entendu. Ouais. Puis nous, ça s'est passé devant nos collègues le à RDS... Julie Taillon, à RDS, qui est aux médias sociaux, était derrière nous, puis nous, on était déjà dans les hauteurs du BC Place, puis elle a dit, je l'ai entendu, comme si c'était à côté de moi. C'est un peu dégueulasse, là. Désolé pour les gens qui sont en train de souper en ce moment, mais ça reste la réalité de ce qui a été vécu. Puis, tu sais, c'est super particulier parce que t'es tout ébranlé, parce que t'as un joueur qui comprend que sa Coupe du Monde est finie sur le moment. Tu as des joueurs qui l'ont vécu, puis qui, ils sont aussi ébranlés d'une manière différente, parce qu'ils l'ont vécu à un autre moment de leur carrière. Tu as des joueurs qui doivent continuer le match. Donc, tu as aussi une responsabilité de comment on fait pour les remettre dans le match. Tu sais, moi, je me souviens, je sens que Nathan, il est ébranlé avant de rentrer. Tu sais, moi, je lui parle pour montrer les balles arrêtées. Je suis pas sûr qu'il a écouté un truc, puis je le blâme pas, pas une seconde. Mais j'ai fini, j'ai dit, tout ce qu'il veut, Isma, là, c'est qu'on finisse bien ce match-là, qu'on prenne notre revanche en gagnant ce match-là. Puis, je sais pas s'il m'a écouté, je sais pas s'il m'a entendu sur ça, mais l'idée, c'était de dire, écoute, Isma, ce qu'il veut dans cette situation-là, c'est qu'on revienne le plus fort possible après qu'il soit parti. Donc, qu'on fasse ça pour lui.
Non, mais là, la vérité, là, c'est que tu as dit à Nathan, si jamais tu as un coup franc à l'extérieur de la surface de réparation, contourne le mur par la droite, là, puis tu vas voir, tout va bien aller. C'est ça que tu as dit, puis il t'a écouté? Ben, je pourrais te montrer le vidéo de la veille du match où il a fait à peu près la même chose. Ah oui, t'es sérieux? Ouais, exactement. Chapeau à Nathan qui avait gardé ça dans sa, dans sa petite poche arrière. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de ton épisode malheureux avec Sunderland l'an dernier. J'aimerais ça que tu nous résumes peut-être rapidement comment ça s'était passé pour que les gens comprennent à quel point tu n'as pas voulu t'énerver trop vite quand Bournemouth est venu cogner à ta porte pour t'offrir la possibilité d'aller coacher en Premier League parce qu'avec Sunderland, tu pensais y être. En fait, c'était fait l'an dernier jusqu'à temps que la paperasse tombe à l'eau, que tes visas ne fonctionnent pas et qu'on te dise, ben finalement, tu ne pourras pas être à l'emploi du club. Comment ça s'était passé, si tu es capable de nous le résumer? Ben, le processus de visa, il faut faire une demande, à moins que tu aies 5 ans dans les 5 meilleures ligues au monde, là, c'est peut-être pas exactement le critère exact au niveau légal, là, mais pour donner une idée aux gens. Si tu as 5 ans dans les meilleures ligues au monde, tu as déjà ton visa tout de suite. Sinon, il faut que tu présentes un dossier à la Fédération anglaise pour prouver que tu as des qualités exceptionnelles puis que tu peux apporter un club de première ligue. Comment tu prouves ça? Excuse-moi, je te dis de résumer ça, puis là, je t'interromps. Là, ça, c'est un classique d'Olivier. Mais tu prouves ça comment? C'est par tes résultats? C'est par une présentation PowerPoint pour que la personne voit ce que tu as à offrir? Puis déjà, comment la personne est équipée à la FA? Je comprends que c'est des gens de la Fédération anglaise, mais c'est pas des spécialistes de coups de pied arrêtés non plus, je présume? Je ne peux pas répondre à comment sont équipés les gens de la FA. Ça, je ne sais pas non plus parce que je ne les ai pas rencontrés. Donc, tu les rencontres jamais, en fait. Après, pour le reste, c'est un peu toutes ces réponses. Tu peux présenter ce que tu veux. Donc, le dossier qu'on avait monté avec Sunderland probablement n'était pas assez bon. C'est ce que je retiens. Donc, eux, ils ont une date. Il faut que tu envoies les dossiers, les lettres de recommandation aussi. Tu as des lettres de recommandation à envoyer. CV, etc., etc. Mais tu peux faire des vidéos, tu peux envoyer des présentations. Voilà. Et du coup, tu as une date où eux, ils vont regarder le dossier puis ils te donnent une réponse dans la même journée. Donc, l'année passée, ça se fait comme ça. C'est moi, grossièrement, qui monte le dossier, mais moi, j'ai pas les critères. J'ai pas les... C'est à l'aveugle. Je le fais, exactement. Je le fais un peu à l'aveugle. Et le visa est refusé. Donc, quand Bournemouth appelle cette année, moi, c'était la première chose. Je dis, mais vous allez faire comment pour le visa? Je dis, comment il va être accepté cette année s'il a été refusé? Je comprends que j'ai une Coupe du Monde, là, mais et une année de plus. Et ils me disent, inquiète-toi pas, on s'en occupe. Quand quelqu'un dit inquiète-toi pas, généralement, moi, j'ai tendance à m'inquiéter quand même parce que, je veux dire, tu sais, ben, après la 3e fois, il me dit, Nico, on va travailler sur ton dossier. Tu vas voir, puis évidemment, j'étais en collaboration toujours, mais il y avait une équipe de 4 personnes là, sur mon dossier. Là. Mm-hmm. Dont une avocate qui a pris tous les points des critères pour les réfuter. Je sais pas si c'est le bon terme, là, mais pour les adresser, pour s'assurer que tous les critères disent il n'y a aucun que vous pouvez refuser là-dedans. Il y a quelqu'un d'autre qui a monté des vidéos je dirais, le premier, c'était surtout mon parcours avec les résultats, les datas sur balle arrêtée partout où je suis passé, que ce soit en Turquie, que ce soit à Southampton avec le Canada et en Arabie Saoudite. Après ça, il y a une vidéo sur ma méthodologie, où là, moi, j'ai envoyé des choses, mais c'est lui aussi qui filtrait puis qui a fait une super job sur la vidéo. Puis le dernier vidéo, c'était sur le développement individuel. Donc, le gros du vidéo, c'était avec Eustachio et ses corners. Donc, ça commençait avec Steph, il a fait une vidéo au lieu de faire écrire une lettre de recommandation, Steph, il a fait une vidéo, qu'on s'est servi de cette vidéo-là pour aussi
mettre dans cette partie-là. Puis après, on regarde, il y avait des vidéos sur son évolution, sur la précision de ses corners, où il a plus que doublé sa précision pendant la préparation de la Coupe du Monde. Donc, ça a été ça, plus des lettres de recommandation. Par exemple, il y a eu Christophe Galtier qui a fait une lettre et son staff, là, Thierry Oleksiak et Fabrice Grange. Le Fabrice Grange, c'est quelqu'un qui a 2 Coupes du Monde puis un Euro avec la France. Joe David Galtier, juste pour les gens qui nous écoutent, Galtier qui était le coach quand tu étais en Arabie Saoudite, là, c'est la raison pour laquelle c'était ta référence. Exact, là, qui a été 2 fois champion de France, une fois avec PSG, une fois avec Lille. Joe David en a fait une. Steph, évidemment, Stachio, Derek Cornelius, Taylor, Harwood Bellis, qui a joué pour l'Angleterre, qui a été... voilà, donc... il y a quand même eu pas mal de... Alexandre Lacazette, j'ai failli l'oublier, mais c'est quand même un pas pire nom à avoir dans les lettres de référence. Donc, ça l'a... Tout ce processus-là, eux, ils me disaient, on a besoin de plus de lettres de référence puis de plus gros noms. Envoie-nous des plus gros noms. OK, c'est bon. Fait que, ça a été vraiment un gros travail d'équipe, mais ça a été très solide, le dossier qu'ils ont rempli. Petite question, là, puis sens-toi super à l'aise de botter en touche si tu n'as pas envie de rentrer dans ce dossier-là spécifique, mais Steven Eustáquio, c'est un gars ultra doué techniquement. Moi, c'est mon opinion personnelle. J'ai l'impression que son service est souvent de bonne qualité, mais ça reste accroché dans les airs un peu trop longtemps. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est à dessein, justement, puis que c'est au gars de faire un travail différent dans la surface de réparation? Puis comme je te dis, si tu veux botter sans touche, là, sens-toi super confortable. Bon, je dirais c'est un peu des deux. C'est un des aspects sur lesquels on a travaillé, mais après, il faut comprendre qu'est-ce qui va faire que sa trajectoire va être un peu plus horizontale, si on veut, ou un peu plus basse. Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé en analysant sa biomécanique. C'est à ce point-là, excuse-moi, parce que là, on rentre dans la poutine de ton travail, dans le fond. C'est pas juste, exact. Hey, Steph, ce serait le fun que le ballon flotte un peu moins. Là. C'est que vous rentrez vraiment dans la mécanique de comment il frappe le ballon. Ça va à ce point-là précis? Ouais, par exemple, on avait une caméra, on a utilisé TrackMan, là, qui est un outil, mais grosso modo, tu as une caméra derrière le tireur. Donc, tu peux analyser son mouvement, son pied d'appui, où est-ce qu'il frappe le ballon, c'est quoi l'effet qu'il y a sur le ballon, c'est quoi la trajectoire exacte. Et en fait, ce que moi j'essaie de faire, c'est de voir quand il réussit, c'est quoi sa technique. Parce que Steph n'a pas la même technique que Mathieu, qui n'a pas la même technique qu'Ali. Donc, c'est pas les mêmes points. Là, surtout Ali, il y a une biomécanique complètement différente des autres, mais exactement. Et l'idée, c'est d'essayer de voir quand il y a du succès, puis essayer de reproduire ça. Qu'est-ce qu'il fait, puis là, de créer sa routine avec lui pour dire, c'est comme ça que tu vas avoir plus de succès. Maintenant, ce que les gens, donc TrackMan, il te donne les statistiques de succès où tu mets une cible et le nombre de fois, le pourcentage où il atteint cette cible-là. Ce que les gens ne réalisent pas toujours, c'est que le pourcentage moyen de succès des tireurs à l'entraînement en première ligue, c'est de 30%. Tout le monde qui dit ils ont des super tireurs, ouais, mais les meilleurs sont à 50%. La moyenne de première ligue, je parle pas d'MLS, là, je parle de première ligue, est à 30%. Donc, et quand on a commencé avec Steph, il était autour de 17, puis quand on a commencé la Coupe du Monde, il était à 27. Fait que ça a été quand même... En pourcentage, c'est une grosse augmentation. Là. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Donc, puis même si tu regardes... je sais que contre la Bosnie, la plus grosse chance du match qu'on a, c'est un super service d'Eustáquio à l'OCI, très proche du but. Donc, après, il y en a eu d'autres où c'est les courses qui n'ont pas été bonnes. Donc, quand les courses sont pas bonnes, c'est toujours le service qui a l'air pas bon.
quand le service est pas bon, c'est aussi le service qui est pas là bon, mais là, c'est vrai, mais c'est aussi nous, en tant que coach, en tant que staff, de dire, ben, d'être capable de reconnaître quand c'est l'un ou quand c'est l'autre. Mais pour la population, c'est très difficile parce qu'ils savent pas ce qu'on fait. Fait que si les courses sont pas à bonne place, par exemple, puis que le service est à bonne place, ben, c'est sûr que c'est le service qui est pas là bon. Donc, c'est toujours un mix. Puis ça a été vraiment ça sur quoi on a dû travailler. C'est-à-dire, oui, la technique, mais aussi de synchroniser ce que faisait le tireur et les courses. Puis ça a été... voilà, ça a été un peu mieux après, mais ça a été quelque chose... ça a été du gros travail, on va dire ça comme ça. Nicolas, tu commences à avoir une expérience quand même assez variée en Turquie, en Angleterre, formé évidemment à l'Académie du CF Montréal, passé par l'équipe canadienne. Où se place dans tout ça ton expérience saoudienne? Qu'est-ce que tu retiens de ton année là-bas, à part le fait que tu as des Air Miles pour la fin des temps, je présume, avec tous les kilomètres que tu as avalés au cours de la dernière année et demie? Écoute, c'est particulier parce que à l'automne dernier, j'ai fait 40 000 kilomètres en un mois. Bien, ça, c'est la fois où tu étais revenu, je t'ai croisé, tu étais revenu juste pour chercher un passeport ou renouveler un passeport? Quelque chose comme ça. En tout cas, je me souviens plus pourquoi, là, mais j'en ai fait en tout cas. Puis, ce qui est particulier, c'est que c'est tout le temps avec des compagnies différentes. Fait que t'accumules pas tant que ça. Ça a été vraiment très particulier. Ça a été une fois c'était avec la compagnie saoudienne, l'autre c'est avec la compagnie qatari, après ça c'était avec Air Canada parce que c'est pas toi qui décides les billets d'avion, sinon c'est toi qui paye. Donc voilà, ça a été particulier par rapport à ça, mais l'expérience saoudienne déjà t'as aucune idée dans quoi tu t'embarques avant d'y aller là. Moi j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Puis la première surprise, c'est que tout ce qu'on entend de l'Arabie Saoudite, pour moi, c'est de la merde, là, c'est faux. J'ai été vraiment agréablement surpris par... là, je parle pas de politique, ok? Je parle des gens que j'ai rencontrés, mais d'une gentillesse, j'ai jamais vu ça nulle part. Nulle part ailleurs, puis je commence à avoir voyagé un petit peu, là. J'ai jamais vu ça. La gentillesse, l'hospitalité, la générosité, c'est dur à décrire, là. Puis le niveau de sécurité, c'est probablement un des pays les plus sécuritaires au monde, là. Je pense qu'il a été déclaré le pays le plus sécuritaire pour qu'une femme voyage seule. Alors que j'avais l'impression que c'était plutôt l'inverse avant d'y aller. Mm-hmm. Puis même mon épouse, au départ, elle voulait pas venir. Puis là, on avait le choix entre... je vais dire, si ça n'avait pas fonctionné avec Bournemouth, il y avait un choix en Amérique du Nord et retourner en Arabie Saoudite. On m'a dit, on va en Arabie Saoudite. Si ça marche pas à Bournemouth, on va en Arabie Saoudite. Fait que, tu sais, même elle a apprécié. Elle est venue, ma femme et ma fille sont venues 2 fois, à peu près 1 mois. Puis, c'est un pays de paradoxe, mais très enrichissant culturellement. Puis quand tu arrives là ouvert d'esprit, t'es capable d'avoir des belles surprises. Après, c'est un mode de vie. T'as des enfants dans la rue à 1h du matin. T'as pas de trafic jusqu'à 5h de l'après-midi. Tout se passe le soir et des fois même la nuit. C'est très particulier, là. C'est vraiment... Puis t'étais dans le fin fond de nulle part aussi, là. T'étais loin, si je me trompe pas. Oui, exactement. C'est un peu comme habiter à Winnipeg, mettons. T'es comme isolé de tout. Là, faut que tu prennes l'aéroport pour faire quoi que ce soit. C'est un peu le Winnipeg de l'Arabie Saoudite, je dirais. Là, puis tout est en construction. Je pense que dans 10 ans, ça va être une ville plus agréable à habiter. Il y a pas grand-chose à faire, mais quand tu vas dans des villes comme Jeddah, Riyad ou Dammam, c'est la qualité de vie. Moi, j'ai été choqué. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Après, la Ligue est aussi, comme le pays, plein de paradoxes. T'as des joueurs exceptionnels, t'as des équipes exceptionnelles. Hilal, moi, j'étais impressionné par ce club-là, par cette équipe-là. Puis t'en as aussi plus difficile, puis t'as des stades... les gros clubs, c'est des très bons clubs.
Mais tu vas jouer dans bien des stades où il n'y a pas grand monde dans les estrades. Nous, je pense que le dernier match de l'année, il y avait 700 personnes dans les estrades. Fait que tu as l'impression... Wow. Voilà, quand Cristiano Ronaldo est venu, il y avait 7000 personnes. Là, donc, c'est pas beaucoup, 7000 personnes là, pour quand Cristiano Ronaldo était venu. Là, donc, c'est... Puis tu vas... tu vas jouer Hilal ou Etihad, le stade est plein, puis tu as 30 000 personnes. Puis là, tu as vraiment l'impression d'être dans une vraie ambiance. Là, ça ressemble plus... Ou Nasser, c'est vraiment un super stade aussi, qui est souvent... Je sais pas s'il est toujours plein de capacité, mais mais c'est un bon stade, puis il y a du monde. Là, c'est intéressant de jouer là. Fait que c'est plein de paradoxes. Il y a plein de choses positives. Ça a été un des trucs positifs aussi. J'ai beaucoup aimé travailler avec Galtier et son staff. Là. Ça a été très enrichissant aussi. Là. C'est pas pour rien qu'ils ont été 2 fois champions de France. Là. Il y a eu des trucs très intéressants. Travailler avec des gens comme Lacazette, Ahmed Ghazi, Nathan Zézé, Saïd Benrahma. Tu as des joueurs qui sont très intéressants. Donc ça a été aussi très bien. Mais le niveau entre les top joueurs et les moins bons, c'est inégal. C'est très, très inégal. On peut dire la même chose en MLS, mais je pense que c'est... souvent, ce que j'aime dire, si je le compare à la MLS, c'est que les meilleures équipes en Arabie Saoudite sont vraiment meilleures que les meilleures équipes en MLS, mais le niveau moyen est semblable. Donc, ça donne une idée un peu des inégalités. Avant de te poser les 2-3 questions qui me restent, Nicolas, je veux juste m'excuser en mon nom personnel à tous nos auditeurs de Plein Axe qui sont à Winnipeg. C'était pas un jab à Winnipeg qu'on vous envoyait. C'était juste une comparaison pour vous remettre en contexte géographiquement, à savoir on est où sur la planète. En plus, j'ai rien contre Winnipeg, c'est bien... Non, je sais, c'est juste un super bon exemple. Voilà. Je sais. OK, j'étais en voyage récemment, un voyage qui s'est prolongé finalement en raison d'une grève de transporteurs aériens. Je vais faire attention de rien dire. D'un coup, comme un moment donné, on se ramasse avec un commanditaire. Puis, j'étais au Mexique. Il y avait beaucoup de Britanniques qui étaient là. Puis, je faisais remarquer à ma femme, tu sais, on fait souvent la comparaison. Puis, tout le monde a sa propre manière d'exprimer son attachement pour son équipe de sport. Mais on dit souvent que le Canadien, c'est une religion. Le hockey, c'est une religion ici. Écoute, ça devait être 3, si c'est pas 4 Britanniques sur 5 qui avaient un tatou de leur club préféré ou de l'équipe nationale, des 3 Lions. C'était hallucinant. Comment tu le sens, ça? Tu as déjà vécu l'expérience en Angleterre, mais là, tu es dans une petite ville. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près 200 000 habitants. Bournemouth, c'est, sauf erreur, le plus petit stade de Premier League aussi. Donc, je présume que toute la vie de la communauté tourne autour du stade, de ce qui se passe avec l'équipe de foot. Comment ça, je présume que ça pue le soccer, là, à défaut d'avoir une meilleure expression depuis que tu es arrivé là? Déjà, c'est une ville c'est à 40 minutes de Southampton, mais c'est complètement différent. Tu as l'impression d'être dans une autre région, dans le sens où c'est très multiculturel, il y a des kilomètres et des kilomètres de plage, la température, t'as pas l'impression d'être en Angleterre, tu sais, donc c'est vraiment... Parce que c'est dans le sud, là, pour situer les gens, c'est tout au sud de l'Angleterre. Exact. Et la température, c'est semblable à Southampton, mais je veux dire, le reste, il y a plein de différences. C'est sûr que le niveau de passion des fans est énorme. C'est sûr, je pense que dans tous les clubs d'Angleterre, c'est comme ça, plus ou moins à certains endroits, évidemment, comme partout, mais ça, moi, j'ai hâte de le vivre. Je l'ai pas vécu avec avec les fans de Bournemouth encore cette année, mais j'ai hâte de le vivre, de le voir, mais je l'ai pas vécu encore parce qu'on a que joué à l'étranger depuis que je suis arrivé, parce que le stade il est en rénovation en ce moment, il va être agrandi un tout petit peu. Donc, je l'ai pas vu ou pas vécu autant que j'aimerais, mais peut-être dans une prochaine conversation, je pourrais t'en parler un peu plus.
Et puis, ça commence quand même assez raide. Merci. Là, vous avez un match, c'est votre dernier match préparatoire, si je ne me trompe pas, à Mainz, en Allemagne, en fin de semaine. Après ça, c'est pas la moitié d'un client que vous avez pour commencer la saison. Manchester City à Manchester? Exactement. Bon, on aime ça comme ça. C'est bien. Commencer avec un bon défi. Quand t'es compétiteur, t'aimes ça, donc c'est bien. J'ai très hâte. Très, très hâte. Question peut-être un peu champ gauche, mais là, tu as un échantillon assez important. On a parlé de ton expérience un peu partout dans le monde, avec des joueurs de différents niveaux aussi, qui ont des carrières qui leur a peut-être permis d'emmagasiner quelques dollars ou quelques euros ou quelques pounds dans ton cas. Qu'est-ce que l'argent change ou influence? Parce que le fait que tu n'aies pas réussi à t'installer à Sunderland, ça montre que c'est une industrie. Tu as des fédérations qui dictent qui entre pas. Il y a un aspect politique inévitable. Puis là, je ne t'amène pas sur le dossier de la Coupe du Monde, Trump et tout ça. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Mais tu as quand même beaucoup, beaucoup d'argent qui est en jeu. Tu côtoies des gens qui en font ou qui en ont fait beaucoup aussi, mais en même temps, vous êtes tous dans un projet commun. Donc, peu importe du kid qui vient de rentrer de l'académie, puis même les gars de l'académie commencent à faire de l'argent correct aussi, avec des seniors qui sont établis. Sans dire que c'est un facteur qui dicte les choses, est-ce que c'est un facteur à considérer? Est-ce que ça se sent dans les sphères que tu es rendu à opérer maintenant? Moi, j'essaie de ne pas en tenir compte du tout. Donc, c'est dans ma manière de faire les choses. Après, tu tiens compte beaucoup des personnalités. Des fois, ça peut peut-être que pour certains joueurs, il faut le prendre en compte par rapport à la personnalité du joueur, mais il y a un lien entre les deux, ouais. Mon expérience avec les top joueurs avec qui j'ai travaillé, c'est plus tu es transparent avec eux d'une bonne manière, avec beaucoup de bienveillance, plus tu gagnes en crédibilité et en respect. Là, je me souviens d'un joueur où je pense une des premières conversations qu'on a eues après un match, ça a été... J'ai été très direct sur ce qu'on n'avait pas bien fait. C'était pas sur lui, hein, c'était pas nécessairement sur cette personne-là. Puis je l'ai juste vu reculer dans sa chaise comme ça. Puis il est resté silencieux. Mais je sais que ça l'a aidé notre relation parce que il savait que je le bullshitais pas. Puis des fois, je pense que certaines de ces gens-là qui font affaire, qui gagnent beaucoup d'argent, le monde à l'extérieur leur dire souvent ce qu'ils veulent entendre. Fait que quand tu as quelqu'un qui leur dit la vérité, j'ai l'impression que, surtout les meilleurs, ils l'apprécient. Donc, je sais que cette personne-là, je préfère évidemment pas le nommer, mais je sais que on est amis aujourd'hui. Tu sais, c'est une personne que, voilà, on s'entend très, très bien. On peut s'appeler n'importe quand. Voilà, ça se passe très bien. Puis je sais que ça a commencé là. C'est oui, au début, t'es super gentil, tout ça. Puis c'est normal, évidemment. Tu viens de le rencontrer. Mais après le premier match, puis il me l'a déjà dit après aussi. Il dit, je sais que tu vas nous dire la vérité. Là. Je sais que si je suis pas bon, tu vas me le dire. T'sais. Mais c'est particulier quand tu as quelqu'un qui a été... mais vraiment, qui est une légende du foot, qui te dit ça, c'est assez particulier. Là. Parlant de pas bullshitter et te le dire quand t'es pas bon, parlons de Philippe Lafroy, qui est maintenant à la barre du CF Montréal. Tu as eu l'occasion d'opérer sous Philippe à l'époque où Phil était directeur de l'académie. Toi, tu as eu plusieurs rôles à l'académie, évidemment. Deux aspects, un peu, tu peux mettre ta casquette de coach, mais peut-être aussi de gars qui est fier de voir que les portes s'ouvrent, comme ça a été le cas pour Wilfried Nancy, pour Johan Damet, pour toi, pour plein d'autres. Qu'est-ce que ça te fait de voir, dans un premier temps, que Philippe a eu l'intérim quand Marco Donadel a été congédié, mais surtout qu'on confirme Philippe au moins jusqu'à la fin de la saison? Écoute, Phil, pour moi, c'est à la base... La première année que j'ai fait avec lui, on a, je pense, 13 victoires ou 13 matchs sans défaite de suite. Fait que déjà, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir des résultats. Parce qu'il est reconnu pour être un formateur. Puis c'est vrai, c'est un formateur, mais c'est pas parce que c'est un formateur qu'il est pas capable d'avoir des résultats. Au contraire. Donc,
Ça, moi, c'est la première chose qui m'est venue en tête. J'espère qu'ils vont qu'ils vont comprendre ça. Que c'est où il est capable d'être. Il est les deux. C'est pas qu'il est capable d'être les deux, il est les deux. C'est un formateur d'entraîneurs et de joueurs. C'est quelqu'un, si tu es alentour de lui, tu vas grandir. Peu importe qui tu es, tu vas grandir. C'est sûr. Mhm. Donc, ça, c'est un multiplicateur de compétences. C'est, encore une fois, que tu sois joueur ou staff, c'est un multiplicateur de compétences. Et moi, ma réaction, ça a été, j'espère qu'ils vont lui donner un contrat de 10 ans. Ça a été ça, ma réaction. Pourquoi? Parce que il est parfait pour le club. Il est parfait pour le club, Phil, parce que déjà, il l'a à cœur. Il veut le développer, il veut avoir des résultats, il veut faire quelque chose de bien, puis il a les compétences. C'est quelqu'un de très haut niveau. Là. Moi, j'étais à mon 2e club de première ligue, j'ai fait, je sais pas, la Turquie, c'est un des meilleurs coachs avec qui j'ai travaillé. Il est meilleur que certains coachs que j'ai vus au très haut niveau. C'est juste qu'il n'a pas vraiment eu sa chance nulle part comme entraîneur pro avant. Mais c'est quelqu'un qui est super. J'espère qu'ils vont. C'est pas juste lui donner le temps, mais les ressources pour être capable de réussir le projet. Là. Je sais pas ce que ça veut dire exactement réussir le projet pour le CF Montréal. Je suis pas capable de répondre à cette question-là. Mais peu importe ce que ça veut dire, j'espère qu'ils vont lui donner les ressources parce que mon expérience avec le club, c'est que c'est un club qui est obsédé par les résultats. Mais mon expérience avec les gens qui sont obsédés par le résultat, c'est que plus tu es obsédé par le résultat, moins tu en as. Ça s'explique comment, selon toi? Il y a un de mes proverbes préférés, c'est quand tu as un œil qui regarde en haut de la montagne, il t'en reste juste un pour trouver le chemin. Fait que si tu es obsédé par le résultat, tu n'as aucune idée comment y arriver. Voilà. Ceux qui sont obsédés par le résultat, puis ça leur permet de trouver le chemin, permet de trouver des solutions pour y arriver, c'est différent. Mais c'est le processus qui t'amène à avoir les résultats et pas l'inverse. C'est pas parce que tu es obsédé par les résultats que tu vas en avoir, au contraire. Il faut que tu sois obsédé par avoir le meilleur processus possible ou la meilleure préparation possible pour y arriver. Puis Phil, c'est pas mal ça, son expertise, d'être capable de trouver les meilleurs processus possibles pour y arriver. Donc, voilà, s'ils sont dans cet état d'esprit-là, le club, puis qu'ils lui donne les ressources, je pense qu'il peut faire quelque chose de très, très bien sur le court et sur le long terme. Ouais, avec peut-être 3 yeux. 1 en haut de la montagne, puis 2 sur le chemin pour s'y rendre. Je sais pas ce que ça dit là, sur Philippe. Mais bon, Nico, ça a été un grand plaisir. C'est avec peu de préavis que je t'ai lancé cette perche-là avec mes péripéties de retour de voyage, mais je suis très heureux que tu as accepté. Très heureux aussi que tu aies réussi à rapidement te réinstaller post-Coupe du Monde dans un poste qui est vraiment emballant. Avec une Premier League qui commence. Bournemouth a terminé quoi, 6e l'an dernier? Exact, avec une qualification pour la Liga Europa. Donc, très hâte de faire partie de ça aussi. Juste à la porte de la Champions League, on te souhaite une super saison. On aura peut-être l'occasion de te reparler, mais surtout des matchs de Champions League l'année prochaine, sans problème de visa, tranquille l'été. Tu vas pouvoir préparer ta 2e saison à Bournemouth. Merci Nico, ça a été un grand plaisir, puis on te souhaite une super saison. Merci à toi, Ali.